Le soir du 8 septembre 2005, dans la ville de Phoenix, dans l'État de l'Arizona aux États-Unis, un homme marche calmement dans une rue déserte. Il est en chasse. Chaque pas est calculé, chaque regard une évaluation. Après quelques minutes, ses yeux se posent sur une jeune femme, seule. Elle avance sans se douter de rien. Un sourire se dessine alors sur le visage de l'homme, tandis que sa main se referme lentement sur une arme cachée dans sa poche. Il venait de trouver sa proie. Cet instant glaçant allait marquer le début d'un cauchemar, l'une des affaires criminelles les plus terrifiantes de l'histoire de l'État de l'Arizona. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante et vraie du tueur en série, Mark Goudeau, aussi surnommé The Baseline Killer, ou le tueur de Baseline en français. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 6 septembre 1964 dans la ville de Phoenix, dans l'État de l'Arizona aux États-Unis. Ce jour-là voit la naissance de Mark Goudeau. Mark est le 12e des 13 enfants du couple formé de Alberta et Willie Goudeau. La famille Goudeau avait un niveau de vie plutôt précaire malgré les emplois fixes des deux parents. Alberta, sa mère, faisait des ménages dans différentes maisons de la ville, tandis que Willie, son père, était gardien de parking. Des emplois certes stables, mais dont les revenus modestes ne suffisaient clairement pas à remplir convenablement les assiettes de cette famille nombreuse. Mais ces emplois à faible revenu n'étaient pas la seule raison de la précarité de la famille. Il y avait un autre problème. Un problème ponctionnant une partie non négligeable des revenus. Ce problème était l'alcoolisme de leur père, Willie. Cet alcoolisme faisait non seulement fondre les ressources de la famille, mais entraînait aussi la famille dans une spirale de violence. Chaque verre que leur père buvait était ensuite suivi de hurlements et de coups envers les enfants et envers sa femme, Alberta. Et comme vous vous en doutez, cet environnement toxique aura des effets néfastes sur le développement du petit Mark. De ce fait, et dès son plus jeune âge, Mark était décrit comme un enfant solitaire et introverti. En 1968, soit 4 ans après la naissance de Mark, après une nouvelle dispute violente dans le couple, Alberta décide de demander le divorce. Une séparation qui sera très mal vécue par le petit Mark. Quelque temps plus tard, en 1970, alors âgé de 6 ans, Mark intègre la Phoenix Elementary School District pour débuter son parcours scolaire. Dès son entrée à l'école, Mark ne montre pas un grand intérêt envers les études. Ses professeurs et ses camarades se rappelaient de lui comme d'un élève moyen et toujours très introverti. Malgré cela, il réussissait à passer de classe en classe en faisant le minimum. Quelques années plus tard, en 1976, alors que Mark était âgé de 12 ans, sa mère Alberta décède brutalement d'une crise cardiaque. Cet événement traumatisant va totalement déstabiliser Mark, déjà fragile mentalement. Après le décès de leur mère, les enfants Goudeau sont replacés chez leur père, Willie. Mais à cette date, Willie était toujours alcoolique, et sa violence va une nouvelle fois se déverser sur ses enfants, et plus particulièrement sur le jeune Mark. Le décès de sa mère et ce retour dans un environnement toxique aura des répercussions irréversibles sur l'état mental de Mark. En 1978, alors âgé de 14 ans, Mark sort diplômé de la Phoenix Elementary School District et intègre la Corona del Sol High School pour débuter ses études secondaires. Montrant toujours des résultats scolaires très moyens et habité par une colère intérieure difficile à contrôler, Mark va de plus en plus se réfugier dans le sport et plus particulièrement dans le football américain. Quelques mois après ses débuts dans sa nouvelle école, il intègre l'équipe de football américain de celle-ci, les Aztecs. Une expérience qu'il adorera
mais qui ne lui permettra pas de purger tous ces démons enfouis au plus profond de lui. Et bientôt la part sombre de Mark, jusque-là en sommeil, va progressivement faire surface et l'entraîner dans une spirale négative incontrôlable. Nous sommes maintenant en 1980. Mark, alors âgé de 16 ans, et toujours scolarisé à la Corona del Sol High School, va progressivement se désintéresser et se détacher de l'école. En effet, à la même période, celui-ci va commencer à consommer de l'alcool en grande quantité. Il va commencer aussi progressivement à consommer toutes sortes de produits stupéfiants. Mais comme vous vous en doutez, ces consommations de stupéfiants et d'alcool auront un coût. Au fur et à mesure que ces addictions vont grandir, Mark va aussi, et en parallèle, de plus en plus plonger dans la délinquance. Il va tout d'abord commencer à fréquenter et travailler pour des groupes de délinquants du quartier. Puis au fil du temps, il va commencer à faire des vols à l'étalage, puis de véritables cambriolages de maisons et de magasins. Il va aussi commencer à agresser très violemment des personnes dans la rue pour les voler. Plus le temps passait et plus il devenait violent. Ces actes de violence seront vécus comme une véritable libération pour Mark. Lui qui avait caché ses frustrations si longtemps pouvait dorénavant se libérer de ce poids. Il se sentait enfin libre. En 1981, alors âgé de 17 ans, Mark, guidé par ses addictions, décide de définitivement quitter l'école avant l'obtention de son diplôme. À partir de ce moment, Mark va totalement perdre pied. Il n'avait plus aucune structure l'entourant et son quotidien était désormais ponctué de violence et saupoudré de ses addictions. Plus le temps va passer, plus la fréquence de ses vols et cambriolages va augmenter et plus le degré de ses violences va augmenter. Jusqu'au jour où il va une première fois franchir la ligne rouge. Nous sommes maintenant le 15 août 1989. Ce jour-là, Mark, totalement sous l'emprise de l'alcool, va agresser et abuser d'une femme dans une rue isolée de Phoenix. La femme réussira à fuir après l'agression et se rendra dans le bureau de police le plus proche. Sur place, elle leur racontera sa mésaventure et décrira Mark comme étant son agresseur. 2 jours plus tard, Mark Goudeau est arrêté pour l'agression de la jeune femme et sera envoyé devant le juge. Suite au procès, Mark sera condamné à 21 ans de prison pour cette agression et envoyé à la prison d'État de l'Arizona. Durant son incarcération, Mark va ruminer. Il ne remettait pas en cause ses actes, mais ruminait contre ce système qui lui en voulait. Ses gardiens se rappelleront de lui comme d'un prisonnier hostile, distant et très manipulateur. Malgré son attitude et après seulement 15 ans d'incarcération sur sa peine de 21 ans, Mark est finalement libéré de prison en 2004. Se sachant sous surveillance, Mark va se ranger durant quelque temps. Il décidera notamment de ne plus fréquenter ses anciennes connaissances dans le quartier. Il décidera aussi de trouver un travail dans le bâtiment. À la même période, il va aussi faire la connaissance d'une jeune femme nommée Wendy Carr, avec laquelle il se mariera et aura 2 enfants. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais comme vous vous en doutez, pour Mark, rien n'était fini. Bien au contraire, il avait bien l'intention de reprendre du service, car il avait besoin de purger encore et encore la violence qu'il avait en lui. Mais cette fois-ci, il se promet de ne plus se faire prendre, et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Dans cette partie, je vais me concentrer principalement sur les différents meurtres qui seront attribués à Mark Goudeau. Mais cet homme sera aussi impliqué dans de très nombreuses agressions violentes, n'impliquant pas spécifiquement de meurtre. Mais revenons à notre histoire. Nous sommes maintenant en 2005. Cela faisait 1 année que Mark, maintenant âgé de 41 ans, était sorti de prison après son agression sur une jeune femme en 1989. Depuis sa libération, il s'était marié avec une jeune femme nommée Wendy Carr et était maintenant père. Il avait maintenant aussi trouvé un emploi dans le bâtiment et semblait s'être rangé. Il était même considéré maintenant comme un bon père de famille par son voisinage et par la communauté. Mais en réalité, il n'en était rien. Derrière les portes closes de la maison Goudeau, Wendy, sa femme,
subissait de manière régulière la violence de son mari. Mark était toujours autant instable mentalement et ses bonnes résolutions n'allaient pas durer très longtemps. En début d'année 2005, Mark reprend contact avec ses anciennes connaissances et reprend ses vols et ses cambriolages. Durant les semaines qui vont suivre, il va aussi petit à petit reprendre ses agressions. Et puis le 6 août 2005, tout s'accélère. Ce jour-là, Mark agresse et abuse de 2 jeunes femmes près de Baseline Road à Phoenix. Il les frappera mais ne les tuera pas. Il recommencera le 14 août 2005 de la même manière. Et puis, le 8 septembre 2005, une nouvelle étape sera franchie dans l'horreur. En effet, ce soir-là, Mark était en chasse dans les rues de Phoenix lorsqu'il repère Georgia Thompson, 19 ans, marchant seule dans la rue. Mark commence alors à la suivre, puis arrivé à son niveau, il sort son arme de sa poche et menace Georgia. Il traîne ensuite la jeune femme dans une ruelle déserte avant d'abuser d'elle. Après avoir fini, il lui demande de se mettre à genoux avant de la tuer avec son arme. Après avoir fini, il se relève tranquillement et rentre chez lui. Et l'horreur va continuer. Entre le 15 septembre et le 7 novembre 2005, Mark va agresser, voler et abuser de 6 jeunes femmes, mais sans tuer. Les survivantes de ces agressions vont alors décrire l'agresseur comme un homme se déguisant en sans domicile fixe, poussant un chariot de supermarché. D'autres survivantes décriront l'agresseur comme un homme afro-américain portant un masque. Du côté de la police, ces nombreuses agressions remontent à eux, bien entendu. Mais à ce stade, aucune preuve ou témoignage ne permettent de dégager clairement une piste. Du côté de Mark, tout allait pour le mieux. Il purgeait sa noirceur intérieure et menait une double vie de parfait père de famille. Et bien entendu, il allait continuer. Le soir du 12 décembre 2005, Mark était une nouvelle fois en chasse près de Baseline Road à Phoenix, lorsqu'il repère Tina Washington, 39 ans, marchant seule dans la rue. Comme il l'avait fait une première fois, il commence à la suivre avant de la menacer de son arme et de la traîner dans une ruelle isolée. Il abusera d'elle et la tuera. Après avoir fini, il se relève et rentre chez lui tranquillement. Le corps de Tina sera retrouvé le lendemain et la police sera bien entendu appelée sur les lieux. À leur arrivée, les policiers débutent leur enquête et remarquent bien entendu des similitudes entre ces 2 premiers meurtres, mais aucun lien officiel entre ces 2 affaires ne sera évoqué à ce stade. Il n'était pas encore question d'un tueur unique. Et les semaines vont passer. 3 mois plus tard, le 20 février 2006, Mark était de nouveau dans les rues de Phoenix, près de Baseline Road, à la recherche de ses nouvelles victimes. Au coin d'une rue, il tombe sur un food truck garé près du trottoir. Dans cette camionnette se trouvait Myrna Palma-Roman, 34 ans, et Romelia Vargas, 38 ans. À la vue de cette camionnette, un sourire se dessine sur le visage de Mark. Il se rapproche doucement de la camionnette avant de sortir son arme et de menacer les 2 femmes. Après quelques minutes, il les met à genoux devant lui avant de les tuer d'une balle dans la tête. Les corps des 2 femmes seront retrouvés le lendemain. Après ce double meurtre, la police remarque clairement des similitudes entre les différents meurtres, notamment sur le modus operandi. Le ou les tueurs agissaient à des heures très tardives et ciblaient des personnes très vulnérables. L'analyse balistique permettra aussi de mettre en lumière le fait que le même type d'arme était impliqué dans les différents meurtres. À ce stade, la police commence sérieusement à envisager qu'il puisse y avoir un ou un duo de tueurs agissant dans les environs. Bien que la police commence à s'intéresser à certains profils potentiels, il n'avait pas encore le nom de Mark Goudeau sous les yeux. Les différents meurtres vont aussi commencer à fuiter dans la presse. Et c'est vers cette période que les surnoms de The Baseline Killer, ou le tueur de Baseline en français, fait son apparition. Le nom Baseline faisant référence à Baseline Road, une avenue de Phoenix autour de laquelle les meurtres étaient perpétrés. Du côté de Mark, rien ne semblait pouvoir le lier à ces meurtres à ce stade. Et il n'était ni soupçonné, ni inquiété. Un vrai sentiment de puissance s'empare alors de lui. Le 15 mars 2006,
Les corps de Lilian Sanchez Cabrera, 20 ans, et celui de Shao Shu, 23 ans, deux employés d'un restaurant nommé Yoshi's, sont retrouvés tués par balle. Les deux victimes ont été vues pour la dernière fois quittant le restaurant Yoshi's dans une voiture. L'enquête de la police révélera que le modus operandi correspondait une fois de plus à celui du Baseline Killer. Le 29 mars 2006, le corps de Christine Nicole Gibbons, 26 ans, est retrouvé par un promeneur. L'enquête de la police révélera là aussi des similitudes frappantes avec les précédents meurtres. Et l'horreur va continuer. Le 10 avril 2006, le corps de Sofia Nunez, 22 ans, est retrouvé chez elle. Elle avait été exécutée d'une balle dans la tête. Le 1er mai 2006, Mark agresse et abuse d'une jeune femme dans sa voiture sous la menace d'une arme. Mais il ne la tuera pas. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le 29 juin 2006, Carmen Miranda, 37 ans, est enlevée par un homme près d'une station-service de Baseline Road. Le corps de Miranda sera retrouvé à 100 mètres du lieu de son enlèvement, tué d'une balle dans la tête. Les crimes se multipliaient et rien ne semblait pouvoir arrêter le Baseline Killer. Mais un événement allait venir tout chambouler et totalement rebattre les cartes. En août 2006, la police reçoit un appel d'une victime ayant survécu à une agression en 2005. La police reçoit donc la victime et celle-ci leur raconte en détail le calvaire qu'elle avait vécu. Elle leur fait aussi une description détaillée de son agresseur et leur fournit un de ses vêtements contenant des traces de fluide corporel de l'agresseur. La police avait enfin une piste. En parallèle, la police réussit à rassembler des photos de criminels connus pour des agressions sur des femmes et habitant dans la région près de Baseline Road. Et plusieurs profils sortent, dont celui de Mark Goudeau. La police présente alors des photos des différents suspects à la victime, mais l'agresseur portait un masque et la jeune femme ne put le reconnaître formellement. Cependant, elle remarque que le modèle du véhicule de l'agresseur correspondait à celui de Mark Goudeau. La police avait maintenant une piste concernant l'agresseur des jeunes femmes de Baseline Road. Mais bien entendu, à ce stade, il n'y avait pas encore de lien entre l'agresseur et le tueur de Baseline Road. Mark Goudeau est cependant convoqué pour être interrogé. Il niera avoir agressé la jeune femme et acceptera de donner son ADN pour qu'une analyse puisse être effectuée. Après quelques jours, le résultat des analyses ADN est sans appel. L'ADN de Mark Goudeau correspond bien à celui de l'agresseur de la jeune femme. À cet instant, un des enquêteurs ayant travaillé sur les meurtres du Baseline Killer se souvient que la police avait récupéré des traces de fluide corporel sur quelques victimes de ce tueur. Cet enquêteur suggère alors de comparer l'ADN retrouvé sur les victimes du Baseline Killer avec celui de Mark Goudeau. Cette idée lui était venue par pur acquis de conscience. Mais ce flair va finalement se montrer décisif. Après quelques jours, les résultats atterrissent sur le bureau de l'enquêteur. L'ADN de Mark Goudeau correspondait aussi aux ADN retrouvés sur les victimes des meurtres du Baseline Killer. À ce stade, il ne faisait plus aucun doute. La police venait de mettre la main sur le tueur. Et ce tueur était Mark Goudeau. Le 6 septembre 2006, Mark Goudeau est donc arrêté et inculpé des 9 meurtres du Baseline Killer. Le procès de Mark Goudeau débute en octobre 2011. Durant les quelques semaines que durera le procès, les spécialistes et les témoins se succéderont à la barre. Et le 31 octobre 2011, Mark sera finalement reconnu coupable de 67 chefs d'accusation, dont 9 pour meurtre au premier degré. Le 30 novembre 2011, il est finalement condamné à 9 peines de mort et à plus de 1634 ans de prison. À la sortie de cette vidéo, Mark Goudeau est toujours incarcéré à la prison d'État de l'Arizona. Voici donc la terrifiante histoire de Mark Goudeau, aussi surnommé le Baseline Killer. Un homme et un père de famille d'apparence tout à fait normale, mais cachant une noirceur et une violence, l'ayant mené à semer la mort sur son chemin et à détruire des familles entières. Mark Goudeau est l'exemple même de la noirceur de l'âme humaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications.
N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour avoir accès à mes actualités. Tu peux aussi souscrire à la chaîne pour avoir des avantages exclusifs. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.